Le son des flûtes de champagne en cristal résonne sous les immenses lustres du château. La lumière dorée caresse les visages de l'élite parisienne, rassemblée pour célébrer l'union de l'année. Céline, vêtue de son strict uniforme noir et blanc de serveuse, se tient en retrait, un plateau d'argent tremblant légèrement entre ses mains gantées. Son regard est tapé par l'estrade, où le jeune marié s'apprête à prononcer son discours. Son cœur rate un battement, puis s'emballe avec une violence terrifiante. L'air quitte brutalement ses poumons, la salle luxueuse se met à tourner autour d'elle. Cet homme, dans son smoking sur mesure, avec ce sourire charmeur qu'elle connaît par cœur, c'est Arnaud, son mari, le père de ses enfants, l'homme qu'elle a pleuré devant un cercueil fermé il y a 3 ans. Préparez-vous à plonger dans une histoire où le mensonge détruit tout, mais où la vérité finit toujours par reprendre ses droits. Céline n'a pas toujours porté des plateaux dans les mariages des autres. Autrefois, elle était une étoile montante du ski alpin français, habituée aux sommets enneigés de Chamonix et aux podiums internationaux. Sa vie a basculé le jour où elle a croisé la route d'Arnaud Delacroix, un investisseur brillant et charismatique. Il lui a offert un conte de fées, une villa somptueuse à Neuilly-sur-Seine, une vie sans la moindre contrainte financière et 2 magnifiques garçons, Lucas et Mathis. Mais derrière les murs de leur prison dorée, le conte s'est assombri, des affaires douteuses, une fuite en pleine nuit et finalement la nouvelle glaciale de son suicide. Ruinée et accusée par les créanciers, Céline a dû fuir vers Annecy avec ses enfants, cachant le peu d'argent qui lui restait. Elle a tout recommencé, acceptant les emplois les plus ingrats pour survivre. Aujourd'hui, la réalité la frappe en plein visage. La mort d'Arnaud n'était qu'une macabre mise en scène. La respiration de Céline se bloque dans sa gorge alors qu'elle fixe l'homme sur l'estrade. Le murmure poli des invités se transforme en un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Arnaud est là, bien vivant, souriant à une jeune femme blonde couverte de diamants. Sans même réaliser ce qu'elle fait, Céline lâche son lourd plateau d'argent. Le fracas du cristal brisé contre le marbre fige instantanément l'assemblée. Tous les regards se tournent vers elle. Profitant du silence glacial, elle s'avance d'un pas mécanique, arrache le microphone des mains du maître de cérémonie tétanisé. Sa voix, amplifiée par les immenses enceintes du château, résonne avec une clarté effrayante. Elle hurle aux mariés que ses fils pleurent encore leur père tous les soirs. La panique éclate. Le visage d'Arnaud perd toutes ses couleurs. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, 2 mains brutales s'agrippent à ses épaules. Laurent, le chef de rang, transpire à grosses gouttes tout en tirant violemment Céline vers les cuisines. Il l'entraîne de force à travers les portes battantes, loin des murmures scandalisés de l'aristocratie parisienne. L'odeur de la truffe et du beurre fondu remplace le parfum capiteux des lys de la salle de réception. Il la jette sans ménagement contre une rangée d'étagères métalliques remplies de vaisselle. La tôle grince sous le choc. Laurent, le visage rouge de colère, postillonne presque en hurlant. Il la traite de folle, lui demande si elle réalise le niveau social des clients qu'elle vient d'insulter. Il la menace de la détruire professionnellement, de faire en sorte qu'elle ne trouve plus jamais de travail dans toute la région. Céline, adossée au métal froid, le fixe avec des yeux noirs, respirant par saccades. L'adrénaline brûle encore dans ses veines. Elle ne baisse pas les yeux. Elle connaît parfaitement ce milieu de privilégiés. Elle en faisait partie il n'y a pas si longtemps. Avec une tranquillité qui effraie presque son patron, Céline redresse son tablier froissé. Elle lui annonce d'une voix blanche et tranchante que cet homme sur l'estrade est son mari légitime. Laurent éclate d'un rire nerveux, persuadé qu'elle a bu ou qu'elle souffre d'un délire psychotique. Il s'approche d'elle, sentant son haleine, cherchant une trace d'alcool. Céline le repousse d'un geste sec. Elle lui explique que son mari est mort il y a 3 ans, ou du moins c'est ce que la police et les pompes funèbres lui ont fait croire. Face au regard perçant de Céline, le rire de Laurent s'éteint. Mais la peur du scandale reprend le dessus. Il lui attrape le poignet, exigeant qu'elle retourne s'excuser publiquement en prétextant une mauvaise blague. Céline se débat avec l'énergie du désespoir. Son ancienne force d'athlète refait surface. Elle arrache son poignet de la poigne de Laurent,
arrache le tablier de l'agence et le jette avec mépris dans une poubelle béante. Sans un regard en arrière, elle récupère son manteau dans le vestiaire du personnel et s'enfuit par la porte de service. La nuit est froide et humide. Le vent balaye les feuilles mortes sur le parking de gravier. Mais à peine a-t-elle fait 3 pas dehors qu'une ombre massive se dresse devant elle. Un agent de sécurité, le visage fermé et les épaules larges comme une armoire, tente de lui barrer la route. La panique envahit Céline. Ils veulent la faire taire. Ils vont l'enfermer. Elle feinte sur la gauche, esquive les mains énormes de l'homme et plonge vers l'arrière-cour du domaine, là où s'entassent les livraisons. Le vigile jure et se lance à sa poursuite. Ses pas lourds font crisser le gravier de manière sinistre. Céline court à perdre haleine, son manteau volant derrière elle. Elle aperçoit un mur de palettes en bois, adossé au mur d'enceinte du château. Sans hésiter une fraction de seconde, la mémoire musculaire de ses années de compétition prend le relais. Elle bondit, agrippe le bois rugueux et escalade la structure avec la légèreté d'un félin. Arrivée au sommet du mur de pierre, elle jette un regard en bas. Le vigile, trop lourd, glisse et s'effondre contre les palettes avec un juron étouffé. Céline bascule dans le vide et atterrit souplement dans l'herbe mouillée de l'autre côté. Elle se met à courir dans l'obscurité totale de la forêt environnante. Les branches lui griffent le visage, la boue salit ses chaussures, mais elle ne s'arrête pas. Après de longues minutes d'une course effrénée, elle atteint enfin la périphérie d'une petite ville voisine. Les néons d'un centre commercial ouvert tard le soir clignotent comme un phare dans la nuit. Céline s'engouffre par les portes automatiques, le souffle court, les cheveux ébouriffés. Elle se fond dans la foule des clients nocturnes, monte précipitamment l'escalator et s'enferme dans la cabine la plus au fond des toilettes publiques. Elle verrouille le loquet et s'effondre sur la cuvette fermée. Ses mains tremblent si fort qu'elle peine à éteindre son téléphone portable pour éviter d'être géolocalisée. Dans le silence carrelé de la cabine, la réalité la frappe avec la force d'un tsunami. Arnaud est vivant, tout n'était qu'un mensonge. La seule chose qui compte maintenant, c'est de protéger Lucas et Mathis. Elle doit rentrer, faire les valises et fuir à nouveau. La mémoire est une chose cruelle. Assise dans cette cabine sordide, l'esprit de Céline remonte le temps 8 ans en arrière. C'était l'hiver à Chamonix. L'air était pur, cristallin, piquant. Céline, auréolée de ses récentes victoires en Coupe du Monde, célébrait sa nouvelle nomination en tant qu'entraîneur principal. Lors du gala de la fédération, organisé dans un luxueux palace au pied du Mont Blanc, elle s'ennuyait poliment. Et puis il est apparu. Arnaud. Un homme à l'élégance ravageuse, au sourire carnassier et aux yeux d'un noir profond. Il représentait les sponsors officiels. Lorsqu'il la regardait, Céline a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son cœur s'était emballé avec une douceur infinie. Il s'était approché, un verre de champagne à la main, et son parfum aux notes de cèdre et de poivre noir l'avait immédiatement envoûté. La soirée s'était prolongée au bar feutré de l'hôtel. Arnaud lui avait commandé un cocktail complexe au sirop de framboise et au vermouth. Il parlait avec une assurance fascinante. Il dévorait la vie, et il la dévorait des yeux. La nuit s'était achevée, dans la suite panoramique d'Arnaud, face aux montagnes majestueuses baignées par la lune. Céline, pourtant prudente de nature, s'était abandonnée à cette passion fulgurante. Le lendemain matin, devant un petit déjeuner royal servi en chambre, Arnaud n'avait pas pris de gants. Il lui avait dit qu'il détestait perdre du temps, qu'il cherchait une femme belle, forte et indépendante pour fonder une famille. Il lui avait offert le monde, une sécurité absolue et une vie de rêve. Fascinée, naïve et terriblement amoureuse, Céline avait dit oui. Elle croyait avoir trouvé son ange gardien. Elle ignorait qu'elle signait un pacte avec le diable. Tout était allé très vite. Une semaine plus tard, Arnaud l'emmenait dans la campagne profonde de la Normandie pour rencontrer ses parents. Céline se souvenait d'une petite chaumière pittoresque, d'une vieille femme chaleureuse qui l'avait serrée dans ses bras en pleurant de joie, et d'un père silencieux. Elle avait trouvé cette simplicité touchante, bien que le contraste avec la richesse explosive d'Arnaud soit frappant. Le mariage avait été célébré le mois suivant.
une réception démesurée dans un château d'Île-de-France privatisé pour l'occasion, des centaines d'invités qu'elle ne connaissait pas, une fontaine de champagne coulant à flots, des sculptures de glace étincelantes et des photographes par dizaines. Arnaud lui avait dit de ne pas s'en faire, que ce n'était que des relations d'affaires. Elle flottait sur un nuage de soie blanche, aveuglée par les promesses. Leur lune de miel avait été un long périple en Méditerranée à bord d'un navire de croisière qui ressemblait plus à une ville flottante qu'à un bateau. Des suites grandes comme des appartements parisiens, des dîners gastronomiques étoilés, des massages à l'huile d'amande douce tous les matins. C'est lors d'une escale en Italie que Céline avait ressenti les premières nausées. La vue d'un simple croissant au beurre l'avait dégoûtée. Arnaud, fou de joie, avait fait venir le médecin de bord. Elle était enceinte. Pour fêter ça, il avait commandé une bouteille de champagne millésimée hors de prix, trinquant à la santé de son futur héritier. Céline souriait, touchant son ventre plat. La vie lui semblait si parfaite, si orchestrée, qu'elle ressemblait à un film de cinéma. Rien ne pouvait venir entacher ce bonheur absolu. Un après-midi, sur le pont supérieur balayé par la brise marine, Céline avait engagé la conversation avec une vieille dame d'une élégance rare. Elle portait toujours des gants en soie violette et commandait son thé avec une précision militaire. C'était la comtesse Éléonore de la Rochefoucauld, une véritable aristocrate française. Lorsqu'elle avait appris que le mari de Céline était dans les affaires immobilières, la vieille dame avait eu un sourire teinté de condescendance. Elle avait mis en garde la jeune mariée. L'argent, même en quantité astronomique, ne donne ni la noblesse du cœur, ni la garantie de la loyauté. Les fortunes rapides se font souvent dans l'ombre et s'effondrent de la même manière. Céline avait écouté, poliment amusée, rangeant la carte de visite de la comtesse dans son sac. Elle ne pouvait pas comprendre, à l'époque, la valeur prophétique de ces mots. À leur retour, Céline avait découvert sa nouvelle prison dorée, une immense propriété cachée derrière de hauts murs de pierre, protégée par des caméras et des gardiens. Il y avait des piscines, un parc parfaitement manucuré et un personnel de maison invisible et silencieux. La naissance de Lucas fut célébrée comme un événement d'État. 2 ans plus tard, Mathis venait agrandir la famille. Arnaud la couvrait de cadeaux. Un cabriolet de luxe pour son premier fils, une parure en diamant de la place Vendôme pour le second. Il était un père affectueux, bien que souvent absent. Il passait des heures au téléphone dans son bureau verrouillé, recevait des hommes aux costumes sombres en pleine nuit. Céline fermait les yeux. Elle pouponnait, se promenait dans ses jardins à la française et s'occupait de ses trésors. Elle vivait dans une bulle de savon iridescente. Et puis, le cauchemar a commencé, lentement d'abord. Arnaud rentrait plus tôt, le visage fermé, les yeux cernés. Il criait sur le personnel pour une tache sur le marbre. Il sursautait à chaque sonnerie de téléphone. Un jour d'automne pluvieux, il a fait irruption dans le salon, les traits déformés par la panique. Il a hurlé à Céline de préparer une valise en moins de 10 minutes, juste l'essentiel pour les garçons. Face à ces questions terrifiées, il a explosé, jetant un lourd presse-papier en cristal contre la bibliothèque. Le verre brisé a plu sur le parquet avec un bruit de fin du monde. Céline a compris que l'heure n'était plus aux discussions. Tremblante, elle a habillé les enfants en hâte, jetant des vêtements en vrac dans un sac de sport. Ils sont partis dans une berline banalisée, Arnaud conduisant comme un fou furieux sous l'orage. Ils ont roulé des heures, sans échanger un mot, l'atmosphère étouffante seulement brisée par les pleurs étouffés du petit Mathis. Au milieu de la nuit, ils se sont arrêtés dans un motel miteux au bord d'une route nationale perdue. La moquette sentait le tabac froid et la moisissure. Après avoir endormi les garçons, Céline a rejoint Arnaud sur le petit balcon crasseux. Il fumait cigarette sur cigarette, les mains tremblantes. Il a éclaté en sanglots, un homme brisé. Il lui a avoué qu'il avait tout perdu, qu'ils allaient tout lui prendre. Il lui a ordonné de prendre l'avion le lendemain matin pour la Corse avec les enfants et de se cacher dans un petit hôtel sous un faux nom. Il devait rester pour sauver ce qui pouvait l'être. Céline l'a serré dans ses bras, le cœur broyé, lui jurant qu'elle l'aimerait même s'il devenait un pauvre. Le lendemain matin, sous un ciel gris et lourd, il les a déposés au dépose-minute de l'aéroport. Son regard fuyait partout,
traquant la moindre menace invisible. Il a embrassé ses fils à la hâte, a serré Céline si fort qu'elle en a eu le souffle coupé, et a disparu dans la foule sans se retourner. Céline a pris ce vol avec une boule d'angoisse au fond de la gorge. En Corse, l'attente fut une torture. Les jours s'étiraient, longs et poisseux. Arnaud appelait brièvement, d'un téléphone prépayé, la voix hachée par le stress. Et puis, au bout du 5e jour, plus rien. Le silence absolu. Son numéro ne répondait plus. L'angoisse est devenue une bête féroce dévorant les entrailles de Céline. Incapable de tenir plus longtemps, elle a pris ses enfants sous le bras et est rentrée à Paris, bravant ses interdictions. Le trajet en taxi depuis l'aéroport jusqu'à leur domaine semblait irréel. L'automne avait laissé place à un froid piquant. En arrivant devant les immenses grilles en fer forgé, le sang de Céline s'est glacé. Un large ruban de plastique rouge et blanc barrait l'entrée. Un document officiel avec le tampon de la police judiciaire était collé sur le métal. La maison était sous scellé. Avalant ses larmes pour ne pas terrifier Lucas et Mathis, elle a inventé un jeu. Elle leur a dit qu'ils allaient de jouer aux espions et entrer par la porte secrète des jardiniers au fond du bois. La petite porte dérobée n'était pas scellée. En pénétrant dans la propriété silencieuse, où les fontaines étaient recoupées et les volets clos, Céline sentit l'odeur de la mort s'insinuer dans ses narines. Elle a installé les garçons dans la cuisine plongée dans la pénombre, leur donnant des biscuits secs trouvés dans le garde-manger. Le cœur battant à tout rompre, elle s'est dirigée vers le bureau d'Arnaud. La lourde porte en chêne était entr'ouverte. Elle l'a poussée lentement. Le parquet ciré, d'ordinaire immaculé, était souillé par de larges taches brunes et séché. Une chaise était renversée. Le ruban de la police quadrillait la pièce. Le silence était d'une lourdeur insupportable. Céline a porté la main à sa bouche pour étouffer un cri viscéral. Le monde s'est mis à tournoyer. L'odeur féreuse du sang séché lui a soulevé le cœur. Elle a reculé, trébuchant, et a tiré la porte violemment. Elle l'a verrouillée à double tour avec la clé de secours, glissant le long du mur en pleurant silencieusement, se mordant le poing jusqu'au sang pour ne pas alerter ses fils. L'appel de l'inspecteur de police ne s'est pas fait attendre. Il l'a convoqué au commissariat central. Avec une froideur clinique, le policier lui a annoncé la nouvelle qui allait détruire sa vie. Arnaud Delacroix s'est donné la mort. Acculé par des dettes colossales et des créanciers liés au crime organisé, il aurait mis fin à ses jours. La visite à la morgue reste le souvenir le plus traumatisant de son existence. Dans la pièce glaciale aux murs de carrelage blanc, on lui a présenté un corps méconnaissable, le visage détruit. Le médecin légiste lui a expliqué la violence de l'acte. Tremblante, incapable de regarder plus de quelques secondes, Céline a validé l'identification, basée sur une montre et un détail physique. Elle a signé les papiers, son âme définitivement morte dans cette salle d'autopsie. Les mois qui suivirent furent une descente aux enfers. Les huissiers ont tout saisi, la maison, les voitures, les comptes en banque et même ses bijoux personnels, sous prétexte d'absence de contrat de mariage protecteur. Lors d'une visite poignante en Normandie, les parents d'Arnaud, larmoyants, lui ont avoué la vérité. Ils n'étaient pas ses vrais parents. Arnaud, orphelin issu d'un milieu misérable, les avait payés pour jouer ce rôle et lui offrir une façade respectable. Rongés par la culpabilité, les deux vieillards ont vendu leur chaumière et ont remis à Céline une épaisse enveloppe d'argent liquide, les économies de leurs mensonges. C'était un acte de charité inespéré. Céline a accepté, la gorge serrée. Cet argent sale devenait la seule bouée de sauvetage pour ses enfants. Juste avant de quitter la région parisienne, un homme mystérieux l'a contacté. C'était l'avocat occulte d'Arnaud. Lors d'une rencontre tendue dans un café anonyme, il lui a remis une lettre manuscrite. Les mots d'Arnaud dansaient sur le papier. Il lui demandait pardon, affirmait qu'il n'avait pas eu le choix et lui donnait les codes d'un coffre-fort contenant le dernier reste de sa fortune dissimulée. Il l'a supplié de prendre l'argent, de fuir, de changer de vie et de ne jamais regarder en arrière pour la sécurité des garçons. Céline a suivi les instructions à la lettre. Elle a vidé le coffre, gardant les liasses de billets comme un trésor maudit. Puis, elle a pris le train pour Annecy,
loin de la capitale, loin de la cruauté de son passé, bien décidée à renaître de ses cendres. À Annecy, entourée par les montagnes rassurantes et le lac d'un bleu pur, elle a loué un petit appartement modeste. Elle a caché l'argent d'Arnaud dans un lieu sûr, se jurant de ne l'utiliser que pour les études de ses fils. Pour vivre au quotidien, elle a ravalé sa fierté. L'ancienne championne de ski a enfilé des tabliers de serveuse, enchaînant les extras dans les réceptions de la région. En parallèle, elle a commencé à donner des cours de ski aux enfants du club local, payés une misère, mais qui la maintenaient en vie. Elle s'est battue, jour après jour, épuisant son corps pour que Lucas et Mathis ne manquent de rien. Elle leur a forgé un foyer rempli d'amour et de chaleur, effaçant peu à peu l'ombre écrasante de leur père. La vie avait repris un cours paisible, jusqu'à cette fameuse nuit de noces. Retour au présent. Assise dans les toilettes du centre commercial, la tête entre les mains, le souvenir de ces 8 années de lutte s'évapore. Céline se lève, le visage lavé à l'eau froide, les yeux brillants d'une détermination féroce. Elle rentre chez elle, dans son petit appartement. Elle pousse doucement la porte de la chambre de ses garçons, écoutant leur respiration régulière. Ils sont sa seule raison de vivre. Soudain, son téléphone, qu'elle vient de rallumer, vibre sur la table de la cuisine. Le cœur au bord des lèvres, elle lit le message qui s'affiche sur l'écran fissuré. « Céline, c'est moi. Ne me fuis pas. Il faut qu'on parle, je t'en supplie. » La rage, une rage pure et incandescente monte en elle. Le lâche qui a mis en scène sa propre mort ensanglantée, qui l'a laissé affronter les huissiers et le désespoir, ose la recontacter. Le lendemain soir, Céline pousse la porte d'un bistrot sombre et peu fréquenté des faubourgs d'Annecy. Arnaud est là, assis dans la pénombre, portant un long manteau et une légère barbe pour dissimuler ses traits. Quand elle s'assoit face à lui, l'odeur de son parfum cher lui donne la nausée. Il tente de lui prendre la main. Elle la retire sèchement, le fixant avec un mépris si glacial qu'il en frémit. Il bafouille des excuses pitoyables. Il explique que la mafia voulait sa peau, qu'il a dû utiliser le cadavre d'un homme de paille pour simuler sa mort, effacer ses dettes et disparaître. Ce nouveau mariage, jure-t-il, n'était qu'une combine financière. La jeune mariée est l'héritière naïve d'un magnate de l'industrie. Arnaud voulait puiser dans sa fortune pour se refaire, puis divorcer et revenir vers Céline et les enfants. Céline l'écoute en silence. Chaque mot qui sort de sa bouche lui confirme l'ignominie de l'homme qu'elle a tant aimé. Lorsqu'il a terminé, elle se penche vers lui, les yeux réduits à des fentes acérées. D'une voix basse, vibrante de haine, elle le pulvérise. Elle lui décrit les nuits passées à pleurer, la terreur des enfants, le froid de la morgue. Elle lui crache au visage que son plan n'est que la machination d'un parasite incapable d'aimer qui que ce soit d'autre que l'argent. Elle lui interdit de prononcer le nom de ses fils. Pour eux, pour elle, Arnaud Delacroix est mort, enterré, effacé de la surface du globe. Si jamais il ose s'approcher d'eux, elle le dénoncera à la police et à ses anciens créanciers. Sans attendre sa réponse, elle se lève, dépose un billet sur la table pour son propre café et sort la tête haute. Les années filent, balayant les derniers fantômes du passé. Lucas et Mathis sont devenus des adolescents robustes, brillants, pétris du talent de leur mère. Céline, libérée de l'ombre d'Arnaud, a retrouvé sa place dans le monde du sport. Elle est désormais la coach respectée de l'équipe junior régionale. C'est l'hiver et l'équipe est en déplacement à Courchevel, la perle des Alpes, pour assister à une épreuve de la Coupe du monde de biathlon. L'ambiance est électrique, la neige scintille sous le soleil éclatant. Après la course, ils s'installent à la terrasse d'un restaurant d'altitude. Lucas, l'œil toujours aux aguets, tire violemment la manche de Céline. Il pointe du doigt un homme majestueux, attablé seul, savourant un vin chaud. « Maman, c'est lui, le champion, Maximilien !» s'exclame le jeune garçon, les yeux brillants d'admiration. Avant que Céline ne puisse le retenir, Lucas fonce vers la table du célèbre biathlète franco-autrichien, Maximilien de la Rochefoucauld. À sa grande surprise, l'homme ne repousse pas l'adolescent. Au contraire, il éclate d'un rire chaleureux et l'accompagne jusqu'à leur table. Maximilien est un homme imposant, aux yeux gris tempête et au sourire bienveillant. Il s'exprime dans un français d'une élégance rare,
teinté d'une pointe d'accent autrichien. Lorsqu'il croise le regard de Céline, le temps semble s'arrêter. Une étincelle immédiate, profonde et inexpliquée passe entre eux. Ils passent le reste de l'après-midi ensemble. Maximilien donne des conseils techniques au garçon tout en observant Céline avec une intensité troublante. La rudesse de la montagne et la douceur de leurs échanges créent une harmonie que Céline croyait perdue à jamais. Le lendemain matin, un coursier se présente au modeste chalet loué par le club de Céline. Il livre une immense boîte recouverte de satin noir, accompagnée d'une enveloppe cachetée à la cire. C'est une invitation personnelle de Maximilien pour le gala de clôture de la Coupe du Monde ce soir même. À l'intérieur de la boîte, une somptueuse robe de soirée en velours saphir taillée à ses mesures exactes. Poussée par l'enthousiasme débordant de ses fils, Céline accepte. Lorsqu'elle fait son entrée dans le grand salon de l'hôtel de luxe de Courchevel, elle coupe le souffle de l'assemblée. La robe souligne sa silhouette d'athlète avec une grâce souveraine. Maximilien abandonne immédiatement les journalistes pour venir à sa rencontre. Il lui baise la main avec une courtoisie d'un autre temps, ses yeux gris ne quittant pas les siens. Le dîner de gala est un tourbillon de lumière, de mets raffinés et de discours. Maximilien, après avoir reçu son trophée, revient s'asseoir près de Céline. L'air vibre d'une tension palpable entre eux. Soudain, alors que l'orchestre joue une valse lente, Maximilien se tourne vers elle. L'expression de son visage est d'une gravité absolue. Il lui avoue, d'une voix basse et éraillée par l'émotion, que depuis la mort tragique de sa femme des années plus tôt, il n'avait plus jamais regardé personne, jusqu'à elle. Sans prévenir, devant les regards curieux de la haute société, il glisse une main dans la poche de son smoking, en sort un écrin ancien en cuir usé, et pose un genou à terre. La salle retient son souffle, la panique foudroie Céline. Trop vite, c'est trop vite, les blessures de son passé se rouvrent. Elle se lève brusquement, renverse sa chaise et fuit à travers la foule. L'air glacial de la nuit l'enveloppe alors qu'elle court sur la terrasse enneigée, fuyant la lumière et la chaleur. Mais des pas rapides et déterminés crissent sur la neige derrière elle. Maximilien la rattrape, jetant son lourd manteau de laine sur ses épaules dénudées. Il ne la brusque pas. Il reste à distance, le souffle court, des flocons de neige se posant sur ses cheveux blonds. Il s'excuse pour sa précipitation, expliquant qu'il a agi sous l'impulsion de son cœur. Il lui tend l'écrin ouvert. À l'intérieur, un imposant anneau d'argent martelé, orné d'un saphir profond, gravé d'armoiries anciennes. Il lui demande seulement de le garder, comme une promesse de temps. Céline, bouleversée par la sincérité brute qui émane de lui, sent les murailles de glace autour de son cœur se fissurer. Elle prend la bague, les larmes coulant sur ses joues, et esquisse un sourire timide. Le printemps déploie ses couleurs pastel sur la vallée de la Loire. Céline, apaisée et rayonnante, accompagne Maximilien dans le domaine ancestral de sa famille pour les vacances. Au bout d'une allée bordée de chênes centenaires, un château de conte de fées se dresse majestueusement. Maximilien l'entraîne dans le grand salon inondé de lumière pour la présenter à sa mère. Une vieille dame, droite et altière dans son fauteuil, se tourne vers eux. Elle porte de fins gants de soie violette. C'est la comtesse Éléonore. La vieille femme écarquille les yeux, puis éclate d'un rire cristallin, se souvenant de cette jeune mariée mélancolique croisée sur un navire de croisière tant d'années auparavant. « La vie a un sens de l'ironie délicieux, n'est-ce pas, ma chère ?» murmure la comtesse en lui prenant les mains. Céline rit aux larmes, serrant fort la main de Maximilien. Le fantôme d'Arnaud est définitivement vaincu. Elle est enfin à la maison. Le mensonge a le pouvoir de tout détruire, de brûler nos vies jusqu'aux fondations, mais c'est dans les cendres de ces épreuves que se forgent les âmes les plus solides. Céline a traversé l'enfer d'une trahison inimaginable, non seulement pour survivre, mais pour triompher et offrir un avenir lumineux à ses enfants. Sa rencontre avec la comtesse et Maximilien prouve que le destin rassemble toujours ceux qui ont le cœur pur. Et vous, auriez-vous trouvé la force de pardonner au passé pour embrasser un nouvel avenir? Si cette histoire de courage et de renaissance vous a bouleversé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre opinion dans les commentaires. Que feriez-vous à la place de Céline?
On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire captivante.